Chers amis, avant que nous commencions cette entrevue, je vous invite évidemment à aimer, commenter, partager, à vous abonner. C'est très précieux pour la chaîne. Mille merci et très bonne entrevue. Bonjour à tous. Et bien dans cette nouvelle entrevue, nous sommes joués avec David Engels. Alors David Engels est un historien belge et a écrit cet ouvrage, Défendre l'Europe civilisationnelle, aux éditions Salvador. Alors comme vous vous en souvenez, je l'avais déjà reçu David Engels pour une première émission sur les différences et les similitudes entre la chute de l'Empire romain et l'Union européenne. Sauf qu'aujourd'hui, nous allons nous occuper d'un petit traité d'espérialisme, à mi-chemin entre l'espoir et le réalisme. Mais tout d'abord, cher David Engels, mille merci d'avoir accepté mon invitation. Mais oui, avec grand plaisir, je me réjouis de la discussion et puis j'ai déjà vu aussi que vous aviez mis plein de petits post-it, donc ça fait plaisir de voir, que voilà, on va discuter du livre. Ah oui, c'est le minimum, il me semble. Alors peut-être le... Ouais, il y a parfois, il y a de ces discussions qu'on doit mener aussi avec certains journalistes qui n'ont même pas lu le titre de certains ouvrages et qui croient pouvoir poser des questions. Il y a parfois des expériences rocambolesques qu'on peut avoir à ce sujet-là. D'accord. Alors peut-être vous, déjà dans votre préface, vous rappelez alors le succès qu'a eu notamment votre ouvrage, pour lequel vous avez reçu le déclin, et puis qui vous a amené au fur et à mesure à toute une réflexion sur l'Union européenne, sur son avenir, et aussi notamment pas seulement l'Union européenne, mais l'Europe. Alors vous, vous considérez qu'il faut régler le problème, pas au niveau de la nation, mais plutôt au niveau de la civilisation. Alors est-ce que vous pourriez peut-être un peu préciser cette idée pour que nos auditeurs comprennent? Oui, très volontiers. Donc, tout d'abord, je ne sais pas si c'est besoin vraiment d'insister là-dessus, mais voilà, quand je parle, d'Europe, c'est évidemment pas de l'Europe, bruxelloise, de l'idée de l'Union européenne technocratique, d'Ursula von der Leyen qu'on parle ici quand on parle d'Europe. Donc, l'européisme, bruxellois, pour moi, est le pire ennemi de la véritable Europe, de la civilisation européenne telle que je l'entends. Mais d'un autre côté, pour moi, le souverainisme, le nationalisme, c'est un gros problème aussi pour l'avenir de notre civilisation, pas en tant que tel, mais dans la situation actuelle. Au 19e siècle, quand il y avait beaucoup moins d'États-nations en Europe, quand ces États-nations étaient beaucoup plus peuplés que le reste du monde, quand on avait des colonies un peu partout, quand on avait la supériorité, militaire, technologique, scientifique sur le reste du monde. Là, on pouvait se dire que le modèle de l'État-nation, quelque part, il permet de protéger une certaine spécificité culturelle, nationale. Mais aujourd'hui, la situation est très, très, très différente. On a une trentaine d'États-nations éparpillés partout sur le continent. La plupart de ces États-nations sont extrêmement faibles. Il y a beaucoup d'États où je dirais l'État européen moyen a certainement moins d'habitants et moins de pouvoir qu'une seule cité chinoise. Même les États un peu plus grands comme la France ou comme l'Allemagne, ne font pas le poids par rapport à ces grands États civilisationnels qui sont en train d'émerger un peu partout. Et donc croire qu'on peut résoudre nos problèmes, en retournant à l'État-nation, me semble assez naïf. D'abord évidemment d'un côté identitaire, parce que, je m'oppose très, très, très formellement, aux, souverainistes, d'un certain genre qui diraient que l'identité européenne, ça n'existe pas, qu'il n'y a que l'identité française ou allemande ou italienne et que cette civilisation européenne, c'est une invention bruxelloise. Ça me semble vraiment être le fruit d'un manque flagrant de culture générale, d'éducation historique en général. C'est évident que l'État-nation est un produit de la civilisation européenne, mais n'en est certainement pas à la racine, hein. L'État-nation est un truc qui émerge à la limite finalement tel qu'on l'a aujourd'hui au 18e, 19e siècle. On pourrait même dire que l'État, ou plutôt la nation, est même le produit de l'État-nation tel que l'absolutisme et puis surtout le jacobinisme les ont créés. Donc c'est certainement pas le dernier mot
de l'histoire européenne. C'en est un produit comme il y en a eu beaucoup d'autres, donc historiquement, c'est très artificiel à beaucoup de niveaux. Ça a écrasé beaucoup d'identités régionales d'ailleurs qui existaient avant, donc disons cette idéalisation, presque transcendante de l'État-nation, pour moi historiquement ça ne tient pas le coup, et de toute manière, d'un point de vue purement stratégique, il me semble que si nous voulons vraiment, sauver ce qui reste des identités nationales, eh bien ce sauvetage-là, il doit se passer, à un niveau européen, car on affronte tous les mêmes problèmes. L'immigration de masse, le déclin, de la famille, l'implosion démographique, l'islamisation, la compétition, de la Chine, la rivalité en politique extérieure avec la Russie, les États-Unis, la Chine ou autre chose, le déclin de nos industries, le vieillissement de la population, tout ça, nous le partageons partout en Europe, et vu que nos économies sont désormais tellement enchevêtrées, eh bien, se dire que la France ou la Slovaquie ou le Luxembourg va résoudre tous ces problèmes-là à lui tout seul me semble une très grande illusion. D'abord parce qu'aussi l'exemple anglais a très bien montré que le Brexit, au final, n'a changé absolument rien du tout en tant que tel au problème des Anglais, hein, la migration de masse, le déclin démographique, le déclin culturel, déclin du religieux, tout ça est encore pire que jamais. Donc, en tant que tel, le Brexit, juste pris en tant que tel, ça ne sert à rien. Donc, ça n'a servi pas à grand-chose. Et puis, ce que d'autres disent, et ça c'est un peu aussi par rapport à vous, évidemment, beaucoup qui disent, mais le modèle suisse, eh bien d'abord, on voit très bien que justement la Suisse, elle connaît tous les problèmes comme la plupart des autres nations européennes. Et puis de toute façon, il y a la place peut-être pour une Suisse en Europe, mais certainement pas pour une trentaine. Ceci dit, et je terminerai là-dessus, j'étais un peu long, mais ceci dit, la solution à nos problèmes, elle doit se construire à un niveau de coopération européenne entre forces patriotiques, et puis évidemment plus tard aussi dans la recréation d'institutions plus ou moins, disons, compétentes et puissantes pour défendre cet espace civilisationnel. Mais il va de soi que jusqu'à ce moment-là, on ferait très bien de ne pas trop doter cette Union européenne de plus de pouvoir. Donc moi je suis en principe un partisan d'une défense européenne commune, mais je serais le dernier à vouloir donner maintenant une armée aux mains d'Ursula von der Leyen. Et donc j'ai beaucoup de sympathie pour des États tels que la Hongrie maintenant ou la Pologne avant, qui veulent garder autant que possible leurs compétences, voire même aussi leur monnaie nationale, tant que cette situation n'est pas résolue à un niveau européen. Donc je trouve que le souverainisme, de ce point de vue-là, pour protéger ce qui existe encore, est très bien, mais comme une étape, tout en sachant que, in fine, les problèmes ne pourront être résolus qu'en mettant de nouveau tout sur la table et de se mettre ensemble en tant qu'Européens pour défendre ce qui reste de cette civilisation magnifique. Oui, alors, mille merci, et comme vous avez brièvement évoqué la Suisse, je me permets de rajouter une couche, hein, puisque je le rappelle, vous êtes belge et je suis suisse. Donc, ce sera une émission où nous dirons 70 et 90. D'accord. Je vais essayer de Mais dire Octante aussi, mais j'ai peur que oui, mais notamment pour, la Suisse, c'est vrai que si on la compare à la Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne et a gardé sa monnaie historique, hein, le sterling, et la Suisse n'est jamais entrée dans l'Union européenne et a aussi toujours gardé sa monnaie, donc le franc suisse, et ces 2 pays ont les mêmes maux, hein, donc le LGBTisme, l'immigration que l'on peut appeler changement de peuple, et cetera, et cetera. Et puis par rapport aussi à la place financière suisse, hein, il faut quand même le rappeler, la place financière suisse est, il me semble, quand même contrôlée par les Américains. Et puis, je l'ai évoqué hier dans une autre émission, mais je le rappelle encore maintenant, chaque fois qu'un citoyen suisse ouvre un compte en Suisse, l'information est envoyée aux États-Unis. Et ce formulaire s'appelle le formulaire FATCA. Donc, j'invite les personnes curieuses à aller se renseigner sur ce formulaire. Donc,
La souveraineté, en effet, là, elle n'est pas tellement respectée puisque à chaque fois qu'un citoyen suisse ouvre un compte en banque, l'information est envoyée, aux Américains. Alors pour aller sur un 2e point, puisqu'il semble en effet que là, nous avons évoqué tous les mots, hein, en tout cas, pas tous, mais en tout cas, les plus connus, nous pourrons dire. Mais vous repérez aussi une autre chose, c'est évidemment la perte de la transcendance, la déchristianisation d'une certaine manière aussi. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire justement par rapport à cela, qui est aussi très révélateur du déclin de notre civilisation? Oui, bah, je dirais même que c'est la racine de tous les maux, hein, la perte de transcendance, la perte, comment dire? De la, réalisation en tout cas du fait de placer le divin et la réalité du divin et de notre participation au divin au centre de la société et je crois vraiment vraiment la racine de tout ce qui arrive. Alors j'ai essayé de mettre dans ce livre le déclin, ou en tout cas l'évolution de l'Europe dans une continuité ou dans un parallèle un peu plus large avec d'autres civilisations, hein, comme vous l'aviez déjà dit d'ailleurs. Dans mon livre Le déclin, je mettais en parallèle l'évolution actuelle avec la crise de la République romaine tardive, hein, au 1er siècle avant notre ère, et dans beaucoup d'autres ouvrages, mais qui sont un peu plutôt des ouvrages, disons scientifiques que de grand public. J'ai essayé aussi de montrer en quoi on pourrait voir pas mal de parallèles avec certaines époques de l'histoire, chinoise, arabo-musulmane, égyptienne, babylonienne et tout ce qu'on veut. Et donc l'idée générale, pour faire vraiment très court, c'est que chaque grande civilisation humaine, elle se construit d'abord sur une recherche de la transcendance, par des voies évidemment très différentes. Donc chaque civilisation développe sa propre vision de Dieu ou de la divinité, de la nature, de l'être humain. Ce sont tous des tentatives très, très, très différentes finalement de comprendre ce mystère primordial finalement de notre existence ici. Et donc on peut dire que, en gros, bah, la première phase de chaque civilisation, elle est placée sous le signe de la transcendance. Et qui dit transcendance, ben, ce n'est pas juste un concept abstrait, mais à partir du moment où nous reconnaissons l'existence d'un principe divin transcendant, c'est-à-dire existant au-delà de tout ce qui est matériel, qui est ineffable, qui est un, qui est au-delà de toutes les différences, au-delà de toutes les polarités, qui est d'un côté insaisissable, mais qui est en même temps omniprésent, même dans cette création, du monde matériel, limité tel qu'il est, eh bien, le fait de se rendre compte de ce principe divin mène aussi automatiquement à la réalisation que nous y participons par notre pensée d'abord. Nous sommes les seuls êtres sur cette terre même capables de saisir l'idée de Dieu. C'est finalement ça qui nous distingue de absolument toutes les autres existences. Nous pouvons penser Dieu, nous pouvons aussi aimer Dieu, notre prochain, et cetera. Nous avons des choix, donc nous sommes des êtres absolument, au-delà de toutes les créations animalières qui existent, qui participent à un degré beaucoup moindre, à la divinité. Et donc cette participation, ben, elle nous permet de saisir ce que c'est, l'âme, et le fait de se dire aussi que notre destinée, elle n'est pas limitée à cette existence purement matérielle sur terre, mais nous avons un but qui est également au-delà. Parce que nous participons à la transcendance, et en nous, il y a une petite étincelle justement de cette, transcendance divine qu'on trouve dans la Bible d'ailleurs, sous l'explication qu'on a été créée sur l'exemple, sur le modèle de Dieu lui-même. Et bon, certains auditeurs pourraient se dire, bah voilà, il parle de théologie, nous on est intéressés de politique, mais justement, le fait de comprendre cela a des conséquences éminemment politiques, car à partir du moment où on se rend compte que notre vraie destinée, elle n'est pas ici, mais elle est ailleurs,
que la création, que la nature, elle n'est pas juste un amas d'atomes accidentels, mais que cela reflète une vérité absolue, qu'il y a un sens derrière tout cela, eh bien, on arrange aussi sa réalité quotidienne d'une manière très, très, très différente, parce d'un côté, elle a beaucoup moins d'importance que si on était uniquement des athées, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose d'au-delà, et évidemment, on a des choses pour lesquelles ça vaut la peine de mourir, de se battre. On n'est pas limité juste à cette existence-ci, et donc se battre pour un idéal enfin un idéal supérieur, a un véritable sens, ce que cela n'a pas nécessairement, par exemple, pour des athées ou des matérialistes. Donc, j'insiste là-dessus pour vraiment montrer que dans la première phase de chaque civilisation, cette transcendance, elle est au cœur de toutes les sociétés, de toute la société. C'est une société holistique où la croyance en Dieu, où la vie familiale, la vie politique, la vie individuelle, la vie économique, tout ça forme un tout qui est lié à la transcendance. Et puis vient alors dans chaque civilisation la grosse cassure, si on veut, avec une deuxième phase d'évolution qui alors remplace Dieu par l'humain, la théologie par la philosophie ou la science, la recherche d'intériorité par l'expansion, bref, qui remplace l'idéal par le matériel, qui remplace la transcendance par l'humanisme, si on veut. Et donc cette phase, elle connaît évidemment toujours une certaine expansion euh, quantitatif au niveau des sciences, de l'expansion du territoire, de l'accumulation de richesses, mais d'un autre côté, un appauvrissement énorme au niveau de la spiritualité. Et ça, on le connaît dans chaque civilisation humaine, on voit chaque fois une deuxième phase antithétique par rapport à la première qui évolue comme ça. Et quand on regarde notre propre civilisation, il est évident que cette transition, elle a dû arriver quelque part, ou elle est arrivée quelque part au début du XVIe siècle, où ce n'est pas du tout un hasard si la réformation, la découverte de l'Amérique, la Renaissance, les guerres de religion, tout ça tombe vraiment dans le même moment et montre que aussi la démission de Charles Quint, hein, la fin finalement de cette dernière tentative d'empire universel chrétien, catholique, comme il faut le dire à ce moment-là. Bref, là, c'est vraiment l'époque de cassure. Et là, aujourd'hui, avec le wokisme, on vit vraiment, alors, si on veut, au moment où finalement cette perte de transcendance, cette arrogance de l'homme qui croit être la mesure de toute chose, qui se divinise et en même temps qui se prend juste pour un animal comme tous les autres, atteint vraiment les sommets et se mène aussi à l'absurde. Et donc, c'est plus ou moins à ce moment-là que nous sommes, et tous les problèmes qu'on a énumérés jusqu'à maintenant, et je le rappelle, que ce soit le déclin de la famille, le déclin du christianisme, le déclin démographique, la perte identitaire, perte de fierté patriotique, civilisationnelle et nationale, la permission de laisser des dizaines de millions de personnes d'autres civilisations telles quelles reprendre finalement l'entièreté de nos villes, la polarisation extrême sociale. Tout cela est vraiment, et évidemment les absurdités de l'idéologie LGBT et woke, intersectionnaliste et du genre, etc. Tout ça est vraiment l'expression ultime de cette perte de transcendance. Et donc, on est tout à la fin de la phase antithétique de notre civilisation. Oui, alors là, je vais vous citer pour tout d'abord paraphraser ce que vous venez de dire, mais aussi pour rappeler quelque chose qui me semble essentiel, c'est en effet le déclin de la famille, ce dérèglement qui est dû en tout cas à cette perte de transcendance, à cette déchristianisation. Alors je vous cite. Mais tout semble désormais vicié. Les ravages d'un féminisme qui a voulu remplacer le collectif familial, cellule initiale de la société, par la simple juxtaposition d'humains atomisés. Les absurdités de la doctrine de la construction sociale du genre, la relativisation du couple naturel par les douzaines de sexualités fictives de la mouvance LGBTQ, l'hédonisme omniprésent, le cynisme induit par la réification matérialisme du partenaire, la légende noire de la masculinité toxique et du patriarcat blanc,
les tentations permanentes offertes par les applications virtuelles et bien évidemment, la disparition de la croyance en la nature sacramentelle du mariage. Tout cela a porté un coup fatal au mariage traditionnel. Et il n'est guère étonnant que ce soit les enfants qui en payent les frais. S'ils ne sont pas tués dans le ventre maternel, le lieu statistiquement le plus dangereux de notre civilisation entière, ils sont généralement sous-traités à diverses institutions externes afin de ne pas encombrer la vie affective professionnelle des parents, souvent dans un vrai besoin pécuniaire, il est vrai, car un seul salaire ne suffit plus pour nourrir une famille. Alors je voulais relever ce point car c'est, il me semble, un rappel essentiel, hein. La fameuse phrase: «Le lieu statistiquement le plus dangereux de notre civilisation entière, c'est le ventre maternel». C'est une chose, je crois, que l'on ne rappelle pas assez souvent et écrit de cette manière, c'est, ça met quand même des sueurs froides dans le dos, hein, c'est quand même, extrêmement inquiétant. Ouais. Alors peut-être on va quelques mots sur évidemment cette politique de l'avortement qui a été constitutionnalisée en France récemment, qui est hélas mis en avant, il me semble, de plus en plus. Et peut-être moi j'aimerais mettre un modeste accent sur ce point, car il y a un déclin de la famille, il y a le féminisme, en effet, vous l'avez rappelé. Mais j'ai eu une discussion récemment sur le fait que, puisqu'il y avait des hommes, en fait, les hommes qui sont au front, hein, qui sont sur le devant de la scène médiatique pour défendre certaines idées, donc je pense à vous, à moi notamment. La personne, donc c'était une femme qui me disait ça, me disait: «Oui, alors, il y a des hommes qui se sacrifient et puis ils ne sont pas tous prédestinés à avoir une famille». Et puis j'étais, très, très énervé énervé, ça m'a un petit peu agacé parce que justement, il faut des femmes qui, trouvent ou qui aient des hommes qui se sacrifient pour justement, parce que les femmes ont, il me semble, un rôle essentiel, c'est celui de créer des héros, hein. C'est-à-dire d'être avec des hommes qui vont sur le devant de la scène et donc de les soutenir. Parce que les femmes ont aussi l'autre pouvoir, si j'ose dire, c'est de créer des lâches, hein. Puisque si au final les hommes qui vont sur le devant de la scène ne sont pas soutenus par des femmes de qualité qui, elles aussi, sentent ce désir de défendre la civilisation, et en fait, il ne se passera plus rien. Alors, je ne sais pas si vous voulez réagir par rapport justement à ce problème de l'avortement et le problème aussi des familles où notamment lorsque l'homme se met sur le devant de la scène, se met au combat, malheureusement, il est pas forcément toujours suivi par des femmes et il sera condamné à ne pas avoir de descendance. Oui, très volontiers, mais on touche là, en effet, à un point extrêmement sensible et surtout extrêmement tragique parce qu'il n'y a pas de solution facile pour cela et parce que probablement il faudra attendre très longtemps pour voir des solutions. Bah, tout d'abord, vous l'avez lu, c'est une réalité. Ici, j'habite en Pologne, par exemple. Si, bon là actuellement, j'ai même perdu la plupart de mes emplois, donc je vis uniquement de mes propres articles, donc je vois un peu ce que c'est de même quand j'ai travaillé ici, voilà, j'ai su ce que c'était d'essayer de nourrir une famille avec 1 ou 2 salaires polonais, c'est-à-dire, pour ainsi dire, impossible et donc je comprends matériellement, le fait que, voilà, ici en Pologne, ils aient une démographie absolument désastreuse parce que de fait, si vous avez un salaire de 1 200 € net, par mois et si vous devez nourrir avec cela, 5 personnes, c'est difficile. C'est difficile avec une inflation, avec des prix qui montent. Donc pour la plupart des couples, bah, ils ne savent pas vivre là-dessus. Donc la femme, elle doit aller travailler. Elle est travailler, elle est non-stop impliquée et cetera. Donc difficile d'avoir un enfant chaque année, quoi. Donc même logiquement, bon, c'est sûr qu'il y a toujours quand là où il y a un désir, où il y a vraiment, voilà, une volonté, il y a un chemin et cetera et il y a moyen peut-être aussi quand on a des parents, des grands-parents qui peuvent aider, trouver des voies. Je ne veux pas trop maintenant dire tout comprendre, c'est tout pardonner, mais c'est évidemment beaucoup, beaucoup plus difficile qu'au 19e ou 18e siècle où un salaire de l'homme, en gros, pouvait nourrir toute une famille et permettre évidemment une répartition des tâches plutôt complémentaire qu'égale. C'est pour ça que
aussi pour nous en tant que si on veut utiliser ce mot un peu problématique, conservateur, d'un côté, parler de ces choses, c'est facile, d'un autre côté, les réaliser dans la vie quotidienne telle qu'elle est aujourd'hui, ce n'est pas évident et d'ailleurs, il faut aussi dire, tout le monde n'est pas prêt aussi à toute une série de sacrifices parce que le chemin, disons, vers l'idéal, c'est un chemin, bon, certaines personnes immédiatement comprennent de quoi il s'agit, d'autres qui sont, pour ainsi dire, infectés de l'hédonisme et du matérialisme ambiant, ils ont peut-être parfois besoin aussi de quelques années pour peu à peu trouver leur voie. Donc juste pour dire que, la situation est telle qu'il ne s'agit pas juste d'un aspect volontariste, mais que toute la société est viciée. Maintenant, cette société, elle banalise l'avortement, elle décrie, le modèle, ou les rôles plutôt traditionnels entre hommes et femmes. Donc on est aussi dans une société où en effet, il faudrait changer tout pour vraiment arriver à quelque chose qui se tiendrait vraiment. Et voilà le problème aussi auquel nous sommes confrontés désormais. Nous sommes à la fin de ce mouvement d'antithèse dont je parlais et même si j'espère, voir advenir et on en parlera plus tard, un genre de synthèse, si on veut, qui sera un retour rationnel, à la tradition, ce retour ne va pas s'opérer du jour au lendemain et embrasser l'entièreté de la population. Quand je pense, par exemple, à un de mes grands exemples, dont je parle souvent, c'est-à-dire l'avènement du principat, d'Auguste, à Rome, bah, là, justement, on a devant nos yeux toute la tragique du monde moderne, aussi en ce qui concerne la conception de la famille et du rôle des sexes, parce que voilà, Auguste, il a eu ce grand programme de recréation, de nouvelle création d'un État ou d'une société basée sur la religion romaine, sur le patriotisme romain, sur des rôles de nouveau plus, disons, plus complémentaires entre hommes et femmes, d'une nouvelle hiérarchie sociale, etc., etc. Donc, tout un programme de révolution conservatrice qu'il a pu réaliser et implémenter pendant des décennies. Et en gros, la société romaine, elle s'est soumise à Auguste par la plupart des points, mais pas sur sa politique finalement de natalité. Auguste n'a pas pu changer ce problème de déclin démographique, de déconstruction de la famille, parce que voilà, les gens ont voulu se soumettre, si on veut, à la dictature, mais ils n'ont pas voulu se laisser régenter ce qu'ils faisaient dans leur chambre à coucher, en gros. Et donc ça montre vraiment tout le problème. Donc si chez nous, du jour au lendemain, la société devait changer, et dans quelques États, ça a été le cas, comme en Hongrie, par exemple, ou en Pologne, ben, on voit très bien que l'échec de la politique de reconstruction familiale. Regardez par exemple la Hongrie actuellement. Viktor Orban a mis sur place vraiment des mesures absolument exemplaires et avec des fonds gigantesques, pour ainsi dire, pour de nouveau faire remonter un peu la natalité hongroise qui est l'une des plus basses dans toute l'Europe. Et donc, en gros, je ne me rappelle pas les détails, mais en gros, si vous êtes une femme en Hongrie et si vous avez 3 enfants, ben, vous recevez une pension jusqu'à la fin de votre vie, vous ne devez plus jamais travailler, vous pouvez acheter une maison sans devoir payer d'intérêt sur votre crédit, tout ce que vous voulez. Donc, c'est absolument incroyable. Qu'est-ce que ça a fait? Rien du tout. Il y a aucun véritable changement dans la démographie hongroise, peut-être un tout petit redressement, mais qui pourrait aussi être tout à fait aléatoire. Mais en gros, ça n'a servi à rien. Parce que nous sommes une société moderne, parce qu'il y a partout ces exemples négatifs de rôles féminins et masculins, parce qu'il y a, il y a tout cela, et on ne va pas s'en débarrasser. On vit dans un monde, dans un genre de tout sociétal, et c'est pour ça aussi une des raisons pour lesquelles je dis, voilà, le retour à l'État-nation sous ces conditions-là ne va absolument rien changer à partir du moment où tout le monde se gave à Netflix, TikTok et tout ce qu'on veut. Et donc, pour finir, parce que vous parliez aussi d'un point très, très, très important, qui est le problème du patriote, du dissident, du militant, de trouver une épouse ou une compagne qui l'accompagnerait sur ce chemin-là et qui est prête, d'un certain point de vue, à jouer ce que des féministes appelleraient
les deuxièmes violons finalement, par rapport à l'homme qui lui serait sur le devant de la scène, hein. C'est extrêmement difficile. Moi, je dois dire, j'ai une très grande chance, mais bon, j'appartiens aussi peut-être à une génération un tout petit peu plus âgée encore que les jeunes, d'avoir une épouse avec laquelle je suis maintenant depuis 25 ans, d'avoir trois fils, etc. Donc d'avoir pu réaliser cela, mais je conçois que c'est extrêmement difficile aujourd'hui et que même beaucoup de femmes ou beaucoup de jeunes filles qui se disent traditionnalistes ou qui veulent honnêtement l'être, le sont, mais comment dire, d'une manière optionnelle. Il y a beaucoup d'exemples, notamment de pseudo-tradwives, hein, voilà, qui ont eu leur moment de célébrité, qui subitement ont dit maintenant je deviens traditionnaliste, mais qui en même temps accompagnent cela en mettant des vidéos sur TikTok tous les jours, en mettant des machins sur Twitter, de faire des articles, de se filmer, donc quelque part de faire toute une mise en scène de leur propre traditionnalisme qui montre comme c'est vicié. Et il y a beaucoup d'exemples aussi de filles ou de jeunes femmes de ce style-là qui, à partir du moment où ça commence à ne pas trop aller parce qu'il y a un petit peu des frictions avec l'époux, euh, subitement, découvrent qu'au final, que c'est optionnel, qu'ils sortent de ça, qu'ils savent que de toute façon l'État est là pour eux ou pour elles, qu'il y a tout le public, qui est là pour applaudir, et donc elles sortent de ce rôle-là en disant: «Je me suis trompée, l'enfer, de vivre avec l'extrême droite» et cetera. Donc je veux dire, nous, en tant qu'hommes, quelque part, si on est à droite ou patriotique ou Dieu ce qu'on veut, ben on n'a pas le choix. On est là-dedans, on peut plus en sortir. C'est une mission de vie où on a vraiment à nous battre constamment parce que les lois, la société, tout est d'un certain point de vue contre nous. Les jeunes filles, les femmes ont cet avantage-là que oui, elles peuvent jouer ce rôle traditionnaliste pendant un certain moment, mais finalement elles savent qu'il y a toujours cette petite porte de secours d'un État-providence qui est là, qui les protège beaucoup plus que l'État le ferait avec les hommes. Et cette porte-là, elle est toujours là. Et donc le rôle qu'elle joue, ben, pour beaucoup, il est, comme je disais, je dirais pas faux nécessairement, mais c'est sûr que si vous lancez dans un risque, à partir du moment où vous savez que de toute façon, si ça va pas, bah, vous avez votre parachute doré et qui vous permet de sortir, c'est autre chose que si vous faites le grand saut sans le parachute, comme nous, en tant qu'hommes, on doit le faire. Et je crois que ça, c'est vraiment un très, très, très gros souci dont on parle assez rarement, parce qu'on rentre vite dans les machins masculinistes, des incels, des MGTOW et tous ces machins-là. Mais c'est un problème, c'est un vrai problème dont il faudrait parler de plus en plus et qui, je crois, handicape un peu notre mouvement, qui devrait normalement être basé sur un tout autre concept de famille, dans la réalisation, dans le monde moderne tel qu'il est aujourd'hui, est en effet très, très, très difficile. Et ça ne va pas changer du jour au lendemain. Et ce n'est certainement pas un État, et surtout pas un État-nation avec quelques lois, qui va changer grand-chose là-dedans. Chers amis, petit intermède dans cette entrevue. Vous êtes nombreux à visionner mes vidéos et malheureusement à ne pas vous abonner. Donc abonnez-vous, aimez la vidéo, commentez-la. C'est très important pour la chaîne. Mille merci. Alors maintenant, on va, si vous voulez bien, peut-être passer à la deuxième partie, parce que le sous-titre de votre ouvrage, c'est « Petit traité d'espérialisme ». Alors justement, on va maintenant un peu définir qu'est-ce que l'espérialisme, enfin vous surtout allez définir qu'est-ce que l'espérialisme, et puis nous tourner peut-être vers des solutions, des propositions, parce que je crois que vous avez quand même un tempérament un peu optimiste, malgré aussi votre côté réaliste, hein, parce que ça vous le dites aussi dans votre conclusion, par rapport justement à la configuration actuelle. Il ne faut pas non plus être dans l'utopie et dans la désillusion, il faut quand même rester les pieds sur terre. Mais alors peut-être justement, qu'est-ce que l'espérialisme? Oui, volontiers. Je crois d'ailleurs qu'aussi dans notre émission précédente, on avait
probablement déjà aussi un peu parlé de ce terme, donc le public le reconnaîtra peut-être déjà. Pour faire très court, l'espérialisme, c'est un synonyme pour le patriotisme européen civilisationnel et donc en tant que tel, il s'oppose à l'européisme. L'européisme qui serait, plutôt un genre de comment dire? De tentative de réduire, l'Europe, aux droits de l'homme, à des idéaux universalistes, multiculturalistes, globalistes et qui disent que la véritable vocation de l'Europe, finalement, c'est de se dissoudre volontairement dans l'humanité globale, hein. C'est un peu ça, qu'on sous-entend quand des gens comme von der Leyen parlent des valeurs européennes, hein, et c'est ça leur européisme. Eh bien, chez moi, justement pour me démarquer de cela, quand moi je parle de patriotisme européen, j'ai créé ce terme d'espérialisme qui renvoie beaucoup plus à une certaine fierté historique, c'est-à-dire non pas un rejet de l'histoire, comme le pratique aujourd'hui Bruxelles, ou une vision purement téléologique de l'histoire, comme finalement un genre de d'accumulation de différents droits, etc., et qui aurait sa première culmination dans la Révolution française et ce genre de choses-là. Non, moi, c'est plutôt le retour à l'histoire, le fait de nous, comment dire, de pouvoir être fiers des grands acquis et des grandes prouesses de toutes nos époques, hein, certaines plus évidemment que d'autres, et donc plutôt de nous placer dans la continuité de nos ancêtres que dans leur rejet, ce qui inclut évidemment une attitude constructive, positive par rapport au christianisme, qui est la véritable âme transcendante de notre civilisation. Donc c'est un peu ça, cette idée d'espérialisme, c'est-à-dire un patriotisme européen qui ne contredit pas le patriotisme national. Ça, il faut peut-être aussi insister là-dessus. Ce n'est pas basé sur le rejet de l'identité nationale, mais plutôt dans une certaine complémentarité. Parce que je crois qu'en France ou en Allemagne, personne ne dirait qu'un patriote français doit forcément être un mauvais Normand. Hein, on dirait, voilà, vous avez l'identité normande et l'identité française, et les deux sont différents strates. Il y a une identité familiale, locale, régionale, nationale, et moi je dis seulement, voilà, mais ça ne termine pas la nation. Le prochain saut n'est pas l'appartenance à l'humanité, mais le prochain saut, c'est d'abord l'appartenance à la civilisation européenne qui, elle, justifie notre adhésion, notre fierté, notre défense, et qui a besoin plus que jamais de défense et qui est, de mon point de vue en tout cas, l'élément vraiment idéal pour sauver ce qui reste de l'État-nation. Et donc le terme espérialisme, eh bien, ça vient de hesperos, hein, du grec, qu'on connaît aussi par les îles des Hespérides, tout à l'occident de la mer Atlantique, et qui exprime, selon moi en tout cas, ce désir typique de l'homme européen pour ce qui est au-delà de l'horizon et qui nous a poussés, et c'est ça qui nous distingue des autres grandes civilisations, pendant des siècles et des siècles, à vouloir nous dépasser, à être en quête de quelque chose d'abstrait, d'éternel, de dynamique, qui est au-delà de l'horizon. Je crois que c'est quelque chose qui est très, très, très typique pour notre vision européenne, notre vision faustienne de la réalité, et dès lors, voilà, l'espérialisme exprime justement ce désir pour l'Ouest mythique. Donc ça n'a rien à faire avec les États-Unis, même si ce n'est pas un hasard qu'on ait découvert justement quelque chose qui se trouve aussi au-delà de l'horizon, et que la société qui a émergé là, elle soit évidemment aussi très 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 faustienne, presque d'une manière perverse si on veut. C'est presque une caricature de l'homme faustien qui a émergé aux États-Unis, mais en tout cas le terme en tant que tel, hein, d'espérialisme, se réfère plutôt à ce fondement de notre identité et la nécessité d'en être fier au lieu de le refuser. Alors, mais comment, comment rechristianiser l'Europe au vu de ce que l'on peut constater de nos jours? Alors, je m'explique. Alors, il y a tout d'abord Vatican II, hein, qui a quand même, malgré tout,
abîmé la messe de manière, c'est un euphémisme, hein, la messe et puis le culte de manière générale, avec notamment, vous le rappelez, hein, puisque de nos jours, nous voulons résumer le rôle de l'Église à l'inquisition et à la pédophilie, ça vous le dites aussi. Vous rappelez aussi que l'on présente dans les messes traditionnelles le prêtre qui tourne le dos comme si c'était quelque chose au final, un prêtre qui est renfermé sur lui-même plutôt que de se tourner vers son public, comme s'il était, beaucoup plus dans la charité. Alors comment faire justement pour rechristianiser l'Europe au vu de l'Église moderne telle qu'elle est? Puisqu'il faut aussi le rappeler, nous avons un pape, heu, qui est en désaccord avec nos positions respectives, hein, qui est pour l'œcuménisme, qui est pour, le LGBTisme, et même si des fois il y a quelques déclarations ici ou là qui vont à l'encontre d'une autre déclaration, donc notamment, je crois qu'il est pour le LGBTisme, mais il s'est prononcé contre le mariage homosexuel, enfin en tout cas, enfin, ça va un peu dans tous les sens, hein, il me semble. Il est aussi contre la maçonnerie, mais pour une sorte de fraternité, un œcuménisme, enfin bref. Alors comment faire justement? Puisque aussi la plupart de nos jeunes, lorsqu'ils se réfèrent au christianisme, c'est très souvent de manière négative. Alors comment faire? Oui, 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 c'est une très grande question et disons l'aide actuellement, elle ne viendra pas nécessairement de l'institution de l'Église parce que comme vous l'avez dit très clairement avec le pape actuel, ben, on trouve un peu du tout et de son contraire. C'est très, très, très très grande confusion qui règne là, qui est aussi un certain principe de pouvoir évidemment, hein, créer la confusion. Mais bon, on va pas rentrer dans ces détails-là. Eh bien, vous aviez dit tantôt, que j'étais à la fois optimiste et réaliste et c'est vrai que ma position concernant, ce futur-là, hem, déplaît probablement à tout le monde un peu également et plaît un petit peu aussi parce que d'un côté, je m'attends en effet à un certain retour au conservatisme, un certain retour à une société plutôt traditionnaliste et cetera, dont on a déjà parlé. Pourquoi? Bah, parce que, justement dans ma conception de l'histoire, après cette antithèse du refus de la transcendance vient dans chaque civilisation, d'ailleurs une synthèse courte, hélas, mais quand même une certaine synthèse qui est marquée par, le retour rationnel à la tradition. Hem, Pourquoi synthèse? Parce que, bah, si la thèse, c'est la tradition, si l'antithèse, c'est la pure raison, la critique, l'humanisme et cetera, bah, la synthèse, c'est le fait de voir que cette idéalisation de la raison, elle nous mène à la dissolution totale de notre société et que même rationnellement, on se décide pour un retour à la tradition. Ce qui peut paraître paradoxe parce que normalement, la tradition, c'est quelque chose dont on hérite, qui n'a pas d'alternative, alors que nous, on retournerait à la tradition, mais par un choix rationnel, hein. C'est un peu ça qui est en train de se faire d'ailleurs dans beaucoup de milieux de jeunes, hein, de jeunes catholiques, de jeunes patriotes qui redécouvrent d'une manière artificielle, si on veut dire, ce christianisme ou ce catholicisme dont ils n'ont pas hérité par leurs parents, mais qu'ils ont redécouvert et qui doivent de nouveau s'assimiler. Et donc ça montre déjà la nature un peu ambiguë de ce futur que j'attends assez inévitablement parce que, comme je l'avais déjà dit tantôt aussi, cette phase de synthèse d'un retour rationnel à la tradition, on trouve dans chaque grande civilisation. Auguste ne fait rien d'autre, hein, le Principat augustéen est un exemple d'une telle synthèse, mais on pourrait aussi se référer à la fondation de la dynastie des Han, en Chine avec, Han Gaozu qui fait exactement la même chose. On peut se référer aux Gupta en Inde à Khosroès Ier, chez les Sassanides, aux Ramessides en Égypte qui reviennent à la tradition après tous les problèmes d'Akhenaton et d'Amarna, etc., etc. Donc chaque civilisation, on voit cette phase un peu conservatrice. Donc je l'attends d'une manière assez logique chez nous. À la fois, je l'attends
mais je l'accepterai aussi à l'avance parce que de mon point de vue, c'est en effet aussi la seule solution que nous avons encore pour éviter l'éclatement total de notre société. Et donc ce retour, rationnel à la tradition, il englobe nécessairement de nouveau une attitude constructive par rapport à la foi, par rapport à la transcendance et donc dans notre cas, nous, par rapport au christianisme qui est la foi de l'Europe et qui est inséparable de l'Europe, même si probablement le christianisme nous survivra tous et survivra aussi à la chute de la civilisation européenne, qui viendra à un moment ou à un autre. Mais alors, ce retour conscient à la tradition, comme nous le montre aussi l'exemple historique, hélas, ne va pas être un mouvement de masse, ou en tout cas pas encore un mouvement de masse, parce que voilà, on va pas balayer l'hédonisme, le matérialisme, l'athéisme, le globalisme comme ça en quelques années. Donc on aura deux facettes. D'un côté, on aura une petite élite de gens qui, en effet, retrouveront ou ont déjà retrouvé la vraie foi, donc ont recompris à nouveau ce que c'était la tradition et pourquoi notre société doit être reconstruite en fonction de la tradition. Et ça, j'en vois un peu partout, surtout en France, hein, beaucoup de jeunes gens qui, comme je l'avais déjà dit avant, viennent de milieux plus ou moins athées, désintéressés de tout et qui redécouvrent le catholicisme et qui redécouvrent la tradition, qui recréent artificiellement, parce que par un choix, leur, justement cette nouvelle synthèse. Donc c'est un peu l'élite future, des gens qui auront vraiment compris, qui peuvent semer autour d'eux cet espoir, et à la fois cette tradition et ce patriotisme. Mais dans les grandes foules, le mieux qu'on pourra, en tout cas au début, attendre, ce sera un genre de voilà, de patriotisme chrétien, culturel, de gens qui disent, comme il y en a de plus en plus d'ailleurs, de disent voilà, il y a trop de musulmans, par exemple, pour notre société, il faut se défendre, pas pas militairement, se défendre culturellement, donc des gens qui retrouvent, si on veut, la définition du «nous» par le «eux». Et donc je vois de plus en plus de gens aussi, une fois de plus en France, de gens qui ne reviennent pas au christianisme, mais qui commencent à se dire, bah, nous, ce qui nous définit finalement en tant que Français, c'est quand même cette religion à laquelle on n'adhère pas, mais qu'on aime bien. Donc on va pas aller à la messe, mais on n'aime quand même pas voir que Notre-Dame brûle, hein, et on veut quand même défendre ça. Donc il y aura un certain patriotisme culturel qui va, je crois, devenir de plus en plus fort, mais qui ne sera pas nécessairement une vraie foi intérieure. Ça, c'est le retour de la vraie foi. Ça, c'est quelque chose qui vient encore plus tard, mais qui est lié dans chaque civilisation plutôt à la vraie fin de la civilisation, quand tout retombe peu à peu dans une vraie barbarie. Et là, évidemment, il y a à tous les niveaux des éléments primitifs, et j'en parle même dans un bon sens, qui vont revenir parce qu'alors là, le fait de se défendre, d'avoir sa famille, d'avoir ses fils, d'avoir les armes à la main, défendre sa ferme, de croire en Dieu. Donc ces choses vraiment de base qui ont existé avant l'avènement de chaque civilisation reviennent, et donc il y aura peut-être aussi un vrai retour à une foi, mais ce sera probablement en dehors du cadre spécifique de l'évolution de cette civilisation européenne. Ça, c'est un peu en gros un tableau de cette évolution que j'attends, qu'en même temps, j'appelle de mes vœux comme étant sans véritable alternative, mais qui ne correspond pas maintenant à mon utopie sociale. Je suis trop historien et je suis trop historien comparé des civilisations pour croire dans le fait qu'on peut établir une utopie et la réaliser. Je suis assez déterministe de ce point de vue-là, et donc quand je parle d'espérialisme, quand je parle de la société du futur, bah, c'est pas nécessairement celle que j'inventerais moi-même si j'étais Dieu, mais c'est celle qui me paraît la moins pire, disons, et la plus réaliste dans le cadre de la grande dynamique de toutes les civilisations. Oui, alors là, je pourrais citer, Bossuet, hein, qui nous dit que Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes.
Donc en effet, certains se plaignent du déclin de la civilisation, de sa disparition, et cetera, mais refusent de revenir à son principe, hein. Je crois que c'est aussi Léon XIII qui disait cela. Et puis son principe, c'est évidemment le christianisme. Puis je crois que je suis tout à fait d'accord avec vous. La cause de tous nos maux, c'est évidemment pour moi l'apostasie, hein. Donc ça, c'est une chose qui est évidente. Alors il y a peut-être plusieurs points que vous évoquez, encore, mais on va en citer que 2. Donc vous évoquez le danger de la multipolarité et l'autre point, c'est l'ombre du crédit social. Alors ça, c'est 2 sous-chapitres, hein, que vous abordez. Je crois dans le chapitre, sauf erreur de ma part, «Les limites du possible», si je ne me Mmh. trompe pas. Oui. Donc qu'est-ce que déjà, tout d'abord, pourquoi avoir évoqué ça? Et peut-être qu'est-ce qu'on peut en dire au niveau vraiment des dangers que vous, en tout cas, soulevez par rapport à la multipolarité et puis à l'ombre du crédit social? Oui. Bah, c'est-à-dire pour la multi bon, au niveau de l'architecture générale du livre, en fait, on m'avait demandé d'écrire un livre, qui serait, qui devait sortir avant les élections européennes pour donner aussi, à les lecteurs français un petit manuel en main pour comprendre notre situation et évidemment, le livre est devenu beaucoup plus que ça. C'est pas du tout un ouvrage maintenant qui est axé uniquement sur les élections, mais je crois quelque chose d'un peu plus beaucoup plus général, je dirais, qui ne perdra certainement pas son actualité. Au contraire, à mon avis, qui en gagnera d'année en année. Mais j'ai quand même voulu, surtout dans le dernier chapitre, placer un peu tout ce que je décrivais. Donc, quelle Europe, que sont les dangers, quel est l'idéal ou comment est-ce qu'on pourrait revenir à une Europe, disons, fonctionnelle à nouveau, dans un cadre plutôt politique, historique, précis et donc parmi toute une série d'autres chapitres qui résument un peu la situation actuelle en 2024 et probablement aussi les prochaines années, il y a ces 2 chapitres. Alors le chapitre sur la multipolarité, bah, c'est très clair, dans le sens que j'ai voulu, une fois de plus, mettre l'attention ou diriger l'attention du lecteur au fait que nous vivons dans l'histoire, donc ça ne sert à rien d'inventer une magnifique Europe ou un magnifique État-nation, comme si on vivait dans une île, en plein milieu de l'océan, sans quoi que ce soit qui se passe autour. On est dans le monde tel qu'il est et ce monde-là, il n'est plus du tout le monde, sous hégémonie, américaine tel qu'il a pu exister, pour certains, en tout cas, il y a une vingtaine d'années. Le monde de la fin de l'histoire, du capitalisme libéral, démocratique, sans alternative, avec, une police mondiale, des États-Unis, plus ou moins, bénéfique dans le regard de certains. Mais notre monde actuel, il est très, très, très différent. C'est un monde multipolaire où la puissance de la Chine, la montée des États BRICS, hein, comme l'Inde ou comme le Brésil, ou la migration de masse, venant de l'Afrique, ou la radicalisation de l'islam avec tous les ressentiments que cela implique, ou les intérêts impériaux de la Russie et évidemment la volonté des États-Unis à se cramponner quand même à leur statut d'hégémon, où tout ça, ce sont des réalités par rapport auxquelles on doit faire face. Et donc s'il y a maintenant un État comme la Slovaquie ou la Tchéquie qui se dit oh sortons de l'Union européenne et tout deviendra bien, ben, c'est d'une naïveté absolument incroyable par rapport au monde tel qu'il est aujourd'hui. Et donc, moi, ce que j'ai surtout voulu mettre en valeur, c'est que cette multipolarité, elle est à la fois une réalité, un danger et une chance. C'est une occasion à prendre. C'est un danger dans la mesure où la Chine, l'islam, la migration, les États-Unis, la Russie, ils vont pas nous laisser en paix juste parce qu'on n'y regarde pas. Hein, la Russie, si nous on dit nous, laissons aller les affaires, laissons-les prendre l'Ukraine et puis c'est bon. Bah, non, non, il y a une chaque État a cet instinct, impérial et d'extension. Donc il faut admettre que là, on a un autre empire. La Chine aussi, la Chine a des grands intérêts commerciaux dans l'ensemble du monde. Elle est très présente en Afrique. Donc ce n'est pas en disant: «Nous, le colonialisme ne nous intéresse plus, on est pacifique»,
que la Chine va dire la même chose. La Chine va dire: «Merci les gars, alors nous on prend, toutes les ressources stratégiques de l'Afrique, tant pis pour vous». Donc on est dans une compétition aussi avec les États-Unis qui ont leurs intérêts à eux, avec des millions de gens qui veulent venir d'Afrique. Donc il faut réaliser cette situation-là, il faut se dire qu'elle est là, qu'elle est un danger et qu'il faut, en tant que conservateur, en tant que patriote, la prendre en compte pour l'idéal de société du futur et se dire: «OK, une fois de plus, le Portugal, à lui tout seul, ne va pas résoudre ces problèmes. On peut uniquement les résoudre si nous aussi, on constitue un État-civilisation, enfin, on peut appeler ça une fédération, une confédération, peu importe quelle étiquette on met là-dessus. Mais notre civilisation européenne, elle est en danger, elle est en compétition de plus en plus forte avec d'autres États-civilisations extrêmement puissants et de plus en plus puissants. Il faut se rendre compte de cela et y répondre. Et donc c'est pour ça aussi que je dis en même temps, ça peut être une chance ou en tout cas une opportunité parce que voilà, le pouvoir des États-Unis, il décline. Il y a de nouveau une possibilité d'alliance possible, comme au 19e siècle, peut-être parfois des alliances désagréables pendant quelque temps. Tout est de nouveau possible, mais si l'Europe pouvait prendre en main sa situation, si elle pouvait établir des partenariats intelligents, heu, à mi-chemin entre des affinités culturelles et tout simplement un bon machiavélisme, bah, c'est le moment maintenant, hein. C'est le moment, pour ainsi dire, ou jamais, durant ces 15 ou 20 prochaines années, d'établir à nouveau une Europe unifiée en tant qu'acteur politique qui défendrait ses frontières, qui aurait sa propre politique étrangère, qui assurerait son propre accès aux ressources stratégiques, qui aurait sa propre force militaire. C'est maintenant, pour ainsi dire, le moment ou jamais, avec évidemment la parenthèse dont j'avais parlé déjà au début, c'est-à-dire que dans la constellation actuelle, notre priorité absolue, ça doit surtout être le fait de défendre d'abord nos valeurs patriotiques, pour ainsi dire, de recréer ou de donner cet espoir patriotique aux Européens et de prendre en main justement les institutions européennes pour mettre à bas et à plat toutes ces différentes structures pour créer enfin une véritable alternative, une alternative qui, selon moi, trouverait son meilleur exemple dans l'idée de base du Sacrum Imperium, du Saint-Empire romain, qui a reçu cette appellation germanique seulement un demi-millénaire après sa création, même plus, et qui au début était vraiment l'empire européen, hein. Ce Sacrum Imperium n'est pas du tout un empire allemand. Ce l'est devenu, évidemment, au fil des siècles, mais à l'origine, l'idée de base n'avait absolument rien à faire avec l'État-nation ou avec la nation allemande, mais était cette idée que la chrétienté occidentale doit être unifiée dans un saint empire qui avait d'abord été créé par Charlemagne, évidemment, et qui ensuite, sous une version territorialement légèrement différente, sous les Ottoniens et qui allait du Danemark jusqu'en Sicile, de la Provence française jusqu'en presque en Lituanie, en Pologne, et qui est vraiment un empire supranational, chrétien, patriotique, qui avait cet avantage-là d'être capable de défendre ses frontières vers l'extérieur, tout en étant extrêmement libre à l'intérieur. Et je rappelle notamment le fait quand même assez important, que l'empereur était aussi, une charge, élue, hein. L'empereur à chaque fois devait être élu et il n'y avait pas l'obligation que ce soit vraiment une dynastie de père en fils. Donc on voit que même au niveau de sa constitution interne, il y a un aspect électif, presque démocratique ou en tout cas républicain, qui est typiquement associé avec cette notion d'empire. C'est pour ça que moi je dis, si on cherche dans l'histoire un vrai modèle pour une Europe future, ce serait plutôt dans le Sacrum Imperium
que dans l'Union européenne d'Ursula von der Leyen, qui lui, fait exactement le contraire, c'est-à-dire il est faible et impuissant et impotent vers l'extérieur, mais à l'intérieur, quand il s'agit d'obliger tout le monde à boire de bouteilles de plastique avec des capsules qu'on ne peut pas enlever, bah, ça, c'est quelque chose que l'Union européenne arrive très bien à obliger tout le monde à assumer ces débilités-là, alors que quand il s'agit de parler d'une voix pour les vrais intérêts stratégiques de l'Europe, on se tait. Donc, en gros, c'est ça pour le multipolarisme. Et en ce qui concerne la menace du crédit social, oui, il y a, on voit forcément de plus en plus, que ce soit par la carte vaccinale, que ce soit par les surveillances installées dans nos GSM. Et je rappelle juste ce qu'Israël a pu faire il y a à peine quelques jours, c'est-à-dire de faire de rentrer dans les pagers de centaines de personnes, de les faire exploser. Donc il n'y a personne qui me dira qu'on n'est pas sous surveillance potentielle, en tout cas continuelle, grâce à ces petits objets. Voilà, nos mails sont lus, nos posts sur les réseaux sociaux sont censurés, on est mis sur shadow ban, on nous annule les comptes en banque. Enfin, je veux dire, on est dans un système de répression digitale de plus en plus marqué, de plus en plus dystopique, hélas. C'est un vrai risque, évidemment, pour ce qui reste encore d'humanité dans notre civilisation. Que dire par rapport à ça? Moi, je suis d'abord, comment dire? Je suis un peu tiraillé parce que d'un côté, pour sauver ce qui nous reste d'humanité, il faut arriver de se déconnecter au maximum, évidemment, de toutes ces contraintes, purement artificielles, anti-humaines, anti-divines qui règlent qui régissent notre existence. Et c'est à cet effet-là que j'ai écrit notamment le livre Que faire, vivre avec le déclin de l'Occident, qui vient de sortir d'ailleurs il y a quelques jours dans une réédition révisée, augmentée à la Nouvelle Librairie. Donc le livre est de nouveau disponible maintenant, plus que jamais. Donc oui, il faut d'un côté sortir de cela, mais d'un autre côté, il faut aussi être réaliste et se dire que ce n'est pas en redevenant la copie européenne des Amish People qu'on va vraiment changer notre société. On va peut-être, en faisant ça, lutter pour notre propre âme, et ça c'est très bien aussi, mais on a aussi une responsabilité sociale quelque part. Et donc, s'il y a la possibilité d'utiliser les moyens que la technologie nous met dans les mains, il faut les utiliser. Et d'ailleurs, nous aussi, on n'est pas en train de nous échanger là maintenant nos avis en nous envoyant des pigeons avec des petites lettres accrochées aux pattes, mais on est aussi en train de discuter d'une manière digitale et on espère, en mettant ça sur YouTube ou autre part, que voilà, que ce soit lu, que ça fera son effet. Donc, il faut mettre un peu d'eau dans son vin de ce point de vue-là, avoir un certain machiavélisme sincère et efficace pour se servir de cette technologie, pour la retourner contre elle. Et de ce point de vue-là, j'ai un certain espoir, si on veut, pour le futur, car ça, j'en parle aussi dans l'ouvrage. On vit l'avènement des grands oligarques actuellement. C'est ça les vrais Césars de notre époque. Les Césars, ce ne sont pas les présidents du Parlement roumain ou le Premier ministre de la Grèce. Non, des personnages élus. Non, les vrais Césars, c'est des personnes comme Soros, comme Bill Gates, comme Jeff Bezos, Zuckerberg ou Elon Musk. Et Elon Musk montre très bien que les premiers de ces Césars, de ces oligarques, découvrent le fait que si on se libère un peu du spectre de la gauche et si on se dit, tiens, il y a aussi un peu de choses qui se passent à droite et c'est des gens qui sont peut-être intéressants aussi, qui croient pouvoir accroître leur pouvoir, leur popularité en se mettant du côté de la droite, comme le fait Elon Musk. Et voilà, ce serait, comment dire, ça peut être une très belle possibilité aussi pour la droite, pour les patriotes, de se servir, si on veut, de l'appui que certains de ces oligarques peuvent nous donner. Maintenant, loin de moi d'idéaliser Elon Musk avec tous ses travers transhumanistes, Neuralink et tout ça. Il ne faut pas être aveugle non plus. Mais
Ce sont des possibilités, ce sont des moyens de pouvoir qui sont là. On a le choix de dire: «Nous, on se salit pas les mains» et c'est admirable, certainement, d'un certain côté, mais c'est pas nécessairement ça qui va nous faire avancer. Donc il faut trouver un bon compromis, je crois, entre les réalités dystopiques telles qu'elles existent et quand même un idéal supérieur pour lequel il faut se battre, et c'est pour ça que, voilà, une fois de plus, il faut être réaliste et pas se détourner, de ça dans un genre d'approche moralisatrice qui est, une fois de plus, peut-être agréable, mais qui va pas beaucoup nous aider. Écoutez, mille merci, cher David Engels, pour toutes ces explications. Je rappelle votre ouvrage, Défendre l'Europe civilisationnelle, petit traité d'espérialisme. Donc l'ouvrage sera dans la description pour vous le procurer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne, c'est très précieux. Je vous dis à très vite et à bientôt pour une prochaine entrevue. Et moi, je vous remercie beaucoup pour l'invitation. C'était de nouveau très sympathique de pouvoir discuter de ces sujets-là. Merci à vous. Que Dieu vous garde et à très vite. Merci. Chers amis, comme vous le savez, j'ai ouvert mon espace Patreon et l'espace Rejoindre sur YouTube. Donc vous y découvrirez de nombreuses entrevues, notamment avec l'abbé Rioux, Pierre Hillard, Monsieur K, Lounès Darbois et d'autres. Donc participez, vous aussi, au renouveau de la civilisation catholique, au combat contre-révolutionnaire et soutenez la vraie dissidence. Mille merci de vos soutiens et à très vite.